Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Ce générique annonce bien entendu notre messe quotidienne du Club de la Presse que nous vous animons en cette journée du mercredi 27 mai 2020 pendant qu'il sonne 11h. 11h à Canal FM au quartier Hanoukope ici dans la vieille ville de Lomé, mais également 11h à Neho, 11h à Sokodé, 11h à Bassa, à Niamtougou et à Dapan, ces villes qui retransmettent le Club de la Presse par le biais de Radio Lumière à Neho, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Radio Sama FM à Niamtougou, Radio Courtoisie à Dapan. Nous n'oublions pas celles et ceux qui nous suivent par le biais des radios numériques Ebony Radio, Radio Gamélie, et non plus ceux qui nous écoutent par l'application Canal FM ou encore sur la chaîne YouTube. Toutes nos excuses pour les problèmes techniques qui nous ont permis de vous envoyer l'émission d'hier pour les internautes. Et également toutes nos excuses pour les difficultés que nous avons sur nos lignes fixes. Eh bien aujourd'hui, à partir de 12h, vous allez devoir nous appeler sur le numéro 90 77 98 et 18. Encore une fois, le 90 77 98 et 18 pour nous appeler à partir de 12h. Et comme nous faisons toujours les choses en démocrate, nous proposons un second numéro, le 90 03 07 14. Encore une fois, 90 03 07 14. Voilà les deux numéros Togocel ou Togocom, c'est selon, sur lesquels vous allez devoir nous appeler aujourd'hui. Et au Club de la Presse de ce mercredi, naturellement, il y a la santé au programme avec le magazine Santé et Éducation paru aujourd'hui. Nous allons revenir sur la problématique de la riposte à la Covid-19. Et beaucoup de journaux sont revenus sur l'accord signé il y a 10 ans entre les frères ennemis, le Rassemblement du peuple togolais, l'Union des forces de changement. 10 ans après, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Qu'est-ce que les médias en disent? Tout comme les médias qui se font les échos de l'attente des populations togolaises qui veulent le premier gouvernement du 4e mandat de Faure Gnassingbé. Pour annoncer tout cela, la pensée du jour, et nous sommes allés revisiter le vieux sage indien, le grand Mahatma Gandhi, qui enseigne, citation, « Mon exigence pour la vérité m'a elle-même enseigné la beauté du compromis. » Encore une fois, Gandhi qui écrivait « Mon exigence pour la vérité m'a elle-même enseigné la beauté du compromis. » C'est ce que disait Gandhi, l'Indien. Qu'est-ce que nous en pensons ici, nous, Togolais, en cette année 2020? Pour en parler, Sylvestre Béni du journal La Manchette, bonjour. Oui, bonjour Sassi, bonjour à toutes et à tous. Merci également, le patron du journal Le Messager, Bourema Tchaboré, bonjour. Oui, bonjour Sassi, bonjour à ceux-là qui nous écoutent en ce moment. Et comme c'est mercredi, je l'ai annoncé, Santé, Éducation, Gadiel Tchonyadji, bonjour. Sassi, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Eh bien, nous pourrions être rejoints par un quatrième confrère. Assurons-nous qu'il soit là avant de vous l'annoncer. Alors, très rapidement, c'est une tradition. Nous commençons par les derniers chiffres de la Covid-19, la riposte par le Togo contre ce funeste virus. Eh bien, hier, si vous avez suivi la TVT, vous aurez compris que le Togo avait désormais 391 cas avérés de contamination à la Covid-19. Beaucoup de guérisons aussi, 177 cas guéris. Et puis les 13 décès que nous continuons à déplorer et les autres qui sont sous traitement. Au CHR Lomé commune, un peu partout dans les autres centres à l'intérieur du pays. D'aucuns diraient que si les chiffres continuent à gonfler autant,
le CHR risquerait d'être débordé. Sylvestre Béni. Oui, c'est l'appréhension aujourd'hui parce que vous vous rappelez que déjà le 6 mars, on avait juste réservé 4 lits. On avait juste réservé 4 lits pour les patients du Covid. Là, c'était au CHU Campus. Voilà, c'était au CHU Campus. Donc aujourd'hui, du 6 mars 2020 à aujourd'hui, au 27 mai, les cas se sont multipliés rapidement. D'ailleurs, la semaine dernière, en moins d'une semaine, nous avons enregistré plus de 100 cas. Donc, je crois que ça devient véritablement inquiétant. Et à cette allure, je me dis que le CHR Lomé Commune risque d'être débordé. Bon, je ne sais pas pour l'instant les dispositions qui sont prises à ce niveau. Mais si ça continue de cette manière-là, on risque donc d'être débordé. Et là, on serait encore là à faire des pieds et des mains pour trouver d'autres centres. Merci. Voilà, je rappelle que c'est une nouvelle tradition. C'est cet après-midi que la coordination nationale de la riposte à la Covid-19 va rencontrer la presse pour faire le point. Les confrères qui seront là à cette séance auront toute l'attitude pour en savoir amplement de la part du médecin colonel Mohamed Djibril qui coordonne cette coordination. Vous souffrirez bien la tautologie. Alors, qu'est-ce que la presse écrit aujourd'hui? Le journal Kamgou, le tam-tam parleur en pays Naouda, qui écrit « Coronavirus, l'augmentation des cas suscite de grandes inquiétudes », comme venait de le dire tantôt Sylvestre Béni, pendant que Liberté lui écrit « Gestion de la Covid-19 au Togo, observations et recommandations d'un groupe d'études pluridisciplinaires qui recommande donc dépistage massif et systématique, amélioration de la sensibilisation. Bourema Tchabouré, voilà ce que ce groupe recommande, que nous améliorions la sensibilisation systématique à l'endroit de toute la population et que le dépistage massif suive en conséquence. Oui, je crois que c'est de bonne guerre, vu la manière dont le truc s'augmente de façon exponentielle. Il faut le faire. Maintenant, je ne sais pas si nous avons les moyens requis pour pouvoir aller à ce dépistage massif, mais je crois que les autorités doivent y penser pour qu'on puisse aller à ce dépistage massif. Mais il fallait s'attendre à ce que, si je revenais à peu près à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'augmentation exponentielle, je dis il fallait s'attendre à ce qu'on atteigne un pic. Je crois que ceux qui sont un peu plus avancés savent que lorsque l'épidémie est là, ça va quand même prendre un certain nombre de localités. On doit atteindre un pic avant de pouvoir savoir si on commence par redescendre pour voir déjà à travers si effectivement les populations s'adonnent à ce que les autorités ont pris comme décision pour qu'on puisse quand même faire face à cette pandémie. Merci. Je pense qu'il faut aller à ce dépistage, oui, c'est important. Des pays ont atteint ce pic-là, la Chine et dernièrement c'est l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Espagne. Et hier, la Russie aussi a annoncé officiellement avoir atteint ce pic, de même que les États-Unis d'Amérique. Eh bien, souhaitons que le Togo atteigne rapidement ce fameux pic, mais pas que le chiffre soit trop grand et que la courbe redescende rapidement pour que nous retrouvions notre vie normale. Eh bien, les dispositions qui se prennent, et il y a quelques jours que le Togo a fait rapatrier autour de 150 de nos compatriotes qui étaient bloqués dans divers pays d'Europe et du Moyen-Orient. Hier, quand nous étions au club de la presse, des indiscrétions nous sont parvenues que les compatriotes qui étaient en confinement dans un hôtel comme l'hôtel Eda Oba ne bénéficieraient pas des conditions idoines. Nous avons d'autres indiscrétions que certains compatriotes également étaient confinés à l'hôtel Graal, l'ancien hôtel Agni, en face du CHU Campus. Bouraïma, vous avez sans doute approché les autorités puisque vous écrivez rapatriement des Togolais de France et du Koweït. Des dispositions ont été prises pour soumettre ses compatriotes aux mesures de riposte sur le plan national, mais dans des conditions quand même idoines. Oui, je crois que ça devait être dans des conditions idoines. Actuellement, tu viens de citer quelques-unes des conditions qui ne sont pas quand même, selon vos indiscrétions, qui ne sont pas quand même idoines. Je pense que le ministre des Affaires étrangères a eu à sortir un communiqué dans ce sens pour assurer les Togolais, parce que les Togolais ont raison de quand même s'inquiéter
nous savons comment le mal est rentré dans le pays. On sait que c'est de l'extérieur le mal est venu dans le pays. Donc il fallait quand même que les Togolais s'inquiètent de l'arrivée de ces compatriotes. Mais on ne peut non plus laisser les compatriotes à l'extérieur. C'est pour cela que le ministère des Affaires étrangères a pris les dispositions pour que, à l'arrivée de ces compatriotes, pour qu'on puisse les soumettre quand même aux conditions qui sont requises dans le cadre de la lutte de cette pandémie. Et nous prions vivement que ces compatriotes puissent respecter ces règles, parce que nous avons appris de par le passé ce qui s'est passé où certains échappaient, certains ne voudraient pas quand même se soumettre au respect de ces règles, et ce qui a donné ce que nous voyons tous. Je pense que les compatriotes doivent respecter ces règles et également solliciter que les autorités puissent mettre ces compatriotes dans les conditions requises pour qu'ils puissent quand même les respecter. Parce que c'est important pour que la pandémie ne puisse pas se propager. Merci, je l'annonçais, il est arrivé bien habillé. On dirait que c'est le couturier Honoré là-bas depuis à Didoaden qu'il a habillé. Joachim Loko, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux fidèles auditrices de Canal FM. Et il n'y a pas de hasard que Joachim est assis en face de Sylvestre Béni, les deux confrères qui se sont mariés il y a environ un an. Un peu de bonne humeur tout de même. Eh bien, Honoré, si vous nous suivez avec vos apprentis depuis votre atelier à Didoaden ou bien vers Limousine, vous avez le salut du club de la presse. Eh bien, la maladie, elle est là, c'est une réalité, mais même si elle fait peur, même si elle tue, ce n'est quand même pas une fatalité. Nous ne disons pas ça pour nous dédouaner, mais la Covid-19, ce n'est pas une fatalité. On peut en guérir. Mieux encore, on peut la prévenir par les gestes barrières, par les mesures d'hygiène. Mais Gadia Tchenadji, vous nous annoncez également une petite épice qui peut nous permettre de nous prémunir de la Covid-19. Tout à fait, c'est le clou de girofle, une recette qui est tirée du manuel que l'Université de Lomé a publié en collaboration avec les praticiens de la médecine traditionnelle au Togo. Vous savez qu'un travail a été fait, ou bien continue d'être fait au niveau de l'Université de Lomé. Donc, la semaine dernière, nous étions avec la recette peau d'ananas plus citron plus gingembre. Aujourd'hui, c'est le clou de girofle plus citron. Le clou de girofle, c'est une épice, vous savez, on en a déjà écrit sur cette épice-là, qui a beaucoup de nutriments et qui a des propriétés qui participent à neutraliser les agents pathogènes comme des microbes, les bactéries et les virus. Donc, la recette est dans l'article que nous partageons gratuitement d'ailleurs. Le clou de girofle plus un jus de citron, plus le citron, et vous prenez cela 2 fois dans la journée, à jeun et puis le soir, et puis bon, vous constituez votre barrière interne et on prie que le corps soit fort pour préparer ce mur contre toute invasion. Eh bien, la conjugaison de la barrière interne avec la barrière externe, nous avons des chances assez certaines. Tout à fait. De nous prévenir contre ce funeste virus. Mais si d'aventure il entrait dans notre organisme et que nous en souffrions, alors vous nous y intéressez quand vous présentez les principales séquelles de quelqu'un qui souffre de ce virus. Oui, bon, quand on parle ici de séquelles, c'est un peu les conséquences de cette maladie, de ce virus. Et il y a plusieurs conséquences sur le plan économique. On va pas parler de ça ici aujourd'hui, mais il y a d'autres conséquences sur le plan psychologique, par exemple. Aujourd'hui, vous voyez, si nous tous nous allions chez un psychologue ou bien un psychiatre, on va nous détecter des traces de hantise, de stress, d'angoisse, de peur, même de dépression. Est-ce que vous voyez? Parce que de notre génération, on n'a jamais communiqué sur une maladie comme cela. Chaque jour, vous vous rappelez, lorsqu'on faisait le décompte des décès en France, en Italie, on dit pour 24 heures, il y a 400 personnes qui sont décédées, mais on n'a jamais communiqué sur une maladie comme ça. Peut-être même quand on faisait les guerres, c'est pour la guerre du Golfe, on n'a pas communiqué sur les morts ainsi. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est la communication et puis l'effet brusque de ce virus qui fait que
Aujourd'hui, beaucoup sont traumatisés, même ceux qui sont des patients qui sont sortis guéris. On parle de stress post-traumatique aujourd'hui. Les gens sont anxieux, les gens ont très peur. Aujourd'hui, quand vous toussez, quand vous éternuez, même le fait d'éternuer seulement, vous-même, vous commencez par remuer les yeux au niveau de votre tête. Est-ce que vous voyez? Donc, et si malheureusement une grippe vous prenez, que vous sentiez des démangeaisons au niveau de la gorge et que votre température monte un peu, la dernière fois, il y a quelqu'un qui témoigne qu'il a failli appeler Allo 111 parce que il y avait il toussait, il ne comprenait rien. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça, tout le stress, tout le traumatisme psychologique, des séquelles qui vont sûrement rester longtemps. Pendant et après cette maladie, on prie beaucoup pour que ça passe très vite. À découvrir dans votre parution santé, éducation, autre pathologie dont nous pouvons souffrir, c'est des sensations d'étouffement. Et là, vous nous recommandez des gestes à adopter. Oui, l'étouffement, vous savez, chez certains, c'est un mal quotidien. On est là et puis on se sent étouffé. On a comme une pression sur nous, quelque chose qui bouche notre respiration. Cela peut être dû au stress, à l'angoisse, à un certain nombre de maladies. Et très souvent, les gens négligent cela. Quand l'étouffement se répète, il faut aller consulter un médecin. C'est mieux de gérer ça à la maison. Très à découvrir. Et puis toujours avec la Covid-19, il semblerait que la Covid-19 ne fait pas bon ménage avec l'embonpoint, ceux qui sont gros. Vous reconnaissez. Alors, je ne dis pas qu'il y a des gros ici au studio, mais vous nous recommandez des nutriments pour brûler un peu de graisse que nous aurions en surplus. Oui, aujourd'hui avec le confinement, vous voyez, beaucoup prennent du poids. Et aujourd'hui, il y a une information que nous donnons. Je pense que beaucoup de Togolais, sinon de Togolais, ont déjà l'information. En 2010, l'enquête STEP révélait que 2,6% de Togolais étaient diabétiques et 19% étaient hypertendus. Aujourd'hui, 8% de Togolais sont diabétiques et 30% sont hypertendus. Vous voyez un peu le problème. Je pense que le prochain ministre de la Santé doit s'attaquer réellement à ces maladies chroniques, à ces maladies cardiovasculaires. Pourquoi vous dites prochain alors que l'actuel est toujours là? L'actuel est toujours là. Bon, il peut être le prochain comme un autre. Bon, moi, c'est ce que je dis. Le Premier ministre a démissionné, n'est-ce pas? Officiellement, je ne sais pas. Ah, d'accord, ok. Bon, ok. D'accord. Donc, en tout cas, il y aura un prochain ministre de la Santé, que ce soit notre professeur Moustapha, s'il est reconduit, ou bien un autre, on ne sait pas. Donc, ce que moi je dis, c'est que le prochain ministre de la Santé du prochain gouvernement doit s'attaquer sérieusement aux maladies cardiovasculaires au Togo, parce que c'est très grave. Et l'un des facteurs qui conduit aux maladies cardiovasculaires, c'est la graisse, c'est le surpoids, l'obésité. Est-ce que vous voyez? Donc, on a toujours donné ce calcul-là, le calcul de l'IMC, l'indice de masse corporelle, le poids sur la taille au carré, que chacun calcule son IMC, et si votre chiffre se situe entre 19 et 25, vous avez le poids santé. Ouais. Alors, au-delà, vous êtes en surpoids, vous êtes obèse, vous êtes en obésité sévère. Mais moins de 19 aussi, vous êtes trop chétif, c'est pas très bon. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très important d'éliminer la graisse en faisant le sport et en adoptant une alimentation saine. Et c'est de cette alimentation dont nous parlons dans cet article. Et je vois déjà Joachim Loko, Bourreau Chavoré, Sylvestre Béni qui ont sorti leur téléphone pour calculer l'IMC. C'est pour apprécier leur masse corporelle. Un médecin va les aider à commenter tout cela. Ben c'est important. Vraiment? Oui. Non, je le fais déjà souvent. Vous avez trouvé combien? Non, habituellement, je le fais. Je l'ai trouvé entre 19 et au-delà. Donc, merci. Chez nous, on dit que même si vous portez la poudre à canon du roi Béhanzin sur la tête, vous pouvez quand même vous arrêter pour fumer un peu de bonne humeur avant de continuer cette émission. Eh bien, je vous le disais en début d'émission, nous avons quelques soucis avec nos deux lignes fixes. C'est pourquoi nous vous recommandons ces deux numéros Togocel pour nous appeler à partir de 12h.
à partir de 12 heures, oui, il s'agit de 90, 77, 98, 18, 90, 77, 98, 18, ou encore le 90, 03, 07, 14, 90, 03, 07, 14, lorsqu'il s'agira d'entrer en ligne et de co-animer avec nous par vos commentaires, vos observations, vos critiques, vos questions, pourquoi pas. Eh bien, c'était hier le jour d'incidence, mais pratiquement tous les journaux parus aujourd'hui sont revenus sur le 10e anniversaire de ce qui d'aucuns appelaient les frères ennemis qui avaient signé courageusement cet accord politique qualifié de historique. Il s'agissait donc du rassemblement du peuple togolais qui n'existe plus et de l'union des forces de changement qui existe toujours. 10 ans après, quel est le regard que les journaux jettent sur cet accord? Commençons par Liberté qui écrit à la page 7. Liberté qui écrit donc accord RPT-UFC, 10 ans après, le parti de Gilchrist Olympio fait le bilan. Et Liberté publie, en l'occurrence, un communiqué émis par le Bureau national de l'UFC à l'occasion des 10 ans de cet anniversaire. Autre journal, c'est Togo Matin qui écrit lui aussi à la page 3, rapprochement politique historique, l'accord politique UFC-RPT du 26 mai 2010, généalogie et enjeu, la marque du charisme de conviction de Faure Gnassingbé et de Gilchrist Olympio. Il s'agit en fait d'une réflexion écrite par Isaac Tchakpe, l'un des cadres de l'UFC, conseiller du président Gilchrist Olympio, l'un des négociateurs de cet accord. Mais Liberté revient et écrit à la page 5 sous la rubrique caricaturement votre, écrit Liberté donc accord RPT accord RPT barre uni UFC, 10 ans après, l'un toujours debout, l'autre toujours KO. Eh bien, vous allez chercher à savoir quel est ce partenaire qui est toujours debout et quel est ce partenaire de l'accord qui lui est KO. Pendant que pour sa part, la manchette écrit, il y a 10 ans, écrivez-vous Sylvestre Béni, il y a 10 ans, les pétainistes trahissaient la lutte des peuples. C'est le titre de votre journal. Oui, ça se passe de tout commentaire. Vous savez, on ne va pas quand même refaire l'histoire, mais pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre un peu le choix de ce terme-là, vous savez, nous savons tous l'histoire donc du maréchal Philippe Pétain, que nous connaissons par étude et par histoire. Cet homme, ce brillant soldat français qui a fait subir donc des non-pètes à l'ennemi au cours de la Première Guerre mondiale. Et c'est surtout la bataille donc de Verdun qu'il a révélé donc au peuple français. Mais plus tard, avec 4 années plus tard, c'est le même qui est devenu donc collaborateur attitré donc de Adolf Hitler et aidait même Hitler donc à combattre donc les frères alliés. Et plus tard, vous avez vu que le général de Gaulle, avec la fameuse phrase que nous connaissons, la France a perdu la bataille mais pas la guerre, qu'il a lancée donc de Londres et tout. Et vous verrez que plus tard, ce maréchal-là, qui était salué pour son combat au cours de la Première Guerre mondiale, a été plus tard condamné en France à perpétuité. Il est décédé donc en 51. Et depuis ce jour, vous verrez que sa tombe est souvent objet donc de profanation. Ça, c'est un peu l'histoire. Donc voilà les pétainistes. Les pétainistes, c'est ça. Ceux qui se sont donnés pour une partie de leur vie à eux, et après... on dirait que ils ont mangé leur totem, ils sont revenus donc en arrière pour se joindre donc à l'oppression. Et si vous verrez bien donc l'histoire, vous verrez que c'est pratiquement le même schéma que nous avons ici, parce que aujourd'hui, après 10 ans, vous verrez qu'il n'y a rien donc de consistant dans cet accord-là. Et quand ils veulent parler de bilan, et j'ai lu un peu nos confrères avec donc du moins ça. Et ce que l'UFC a publié, et il parle de bilan en disant que oui, c'est grâce à cet accord-là qu'on a fait le recensement général et que on a eu un fichier électoral. Je me dis que est-ce que c'est sérieux? C'est sérieux qu'un accord où on voudrait que le pays puisse redécoller, vous verrez qu'il n'y a rien, que c'est uniquement eux-mêmes qui ont profité de cet accord-là
il parle donc aussi de décrispation de la vie politique. Et en mettant donc cela relatif donc de cet accord. Mais vous verrez, vous avez vu que depuis 2010 à aujourd'hui, mais il y a encore des tensions politiques au sein donc du pays, avec le pic que nous avons connu en 2017, le 19 août 2017, et tous ces corollaires. Donc aujourd'hui, si vous parlez donc en termes donc de bilan, je me dis que c'est surtout les membres de l'UFC qui ont personnellement bénéficié de cet accord-là, parce que hier ils étaient au gouvernement. Aujourd'hui, ils sont au Parlement. Mais peut-être demain, ils seront dans les désagréments s'ils ne rejoignent pas tôt donc, le peuple pour la bataille finale. En somme, pour la manchette, l'accord RPT-UFC, c'est comme la reddition du maréchal Pétain devant les troupes hitlériennes. Et tout comme Philippe Pétain, Guy Solepio qui est passé du héros adulé au traître vilipendé. Chacun aura son appréciation. Je ne sais pas si Bourema, si vous partagez la lecture de la manchette sur cet accord. Non, pratiquement pas. Moi, je ne partage pas son opinion et il doit le savoir. Vous savez, nous sommes en politique et surtout dans nos pays africains où la politique, elle est souvent faite d'une manière ou d'une autre, où nous voudrions instaurer la démocratie, mais que nous ne sommes pas encore très mûrs pour l'instaurer, ça il faut le dire. Et la manière dont les choses sont passées, je crois que c'était le 26 mai de 2010, vous savez, pour moi particulièrement, en tout cas c'est une conviction qui est personnelle comme la conviction du confrère, je pense que ça a quand même contribué à décrisper la crise. La tension qui était, contrairement à celle que nous avons connue après la signature de cet accord, je crois que il y a une différence. C'est vrai. Ça ne peut pas. Cet accord a contribué à décrisper quelque peu la scène politique. Je comprends. Ça ne peut pas contenter tout le monde. Ça ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est vrai. Parce que au fur et à mesure que, c'est ce que je disais tantôt, la vie politique, au fur et à mesure que nous avançons, il y a d'autres éléments qui entrent en jeu. Et c'est ce que le confrère venait de dire tout à l'heure. Il y a les formations politiques qui se créent et ont également leur objectif, ont également leur opinion, ont également leur idéologie. Ça peut contribuer quand même à remettre en cause ce qui était. Mais il faut le dire, cet accord a contribué quand même à faire quelque chose. Ça a un petit bilan. C'est vrai que ça n'a pas résolu tous les problèmes. Et il faut le reconnaître. Les problèmes persistent encore. Mais ça a contribué quand même à faire quelque chose, à rapprocher les gens. Vous vous imaginez, au temps du feu et Adema, Gilles Christ Olompe, la tension qui est entre Gilles Christ Olompe et le président d'alors. Mais avec cet accord, il y a eu un rapprochement, il y a eu une certaine confiance qui est née entre les acteurs politiques. Et ça a rapproché, c'est quelque chose quand même. Et ça, aujourd'hui, si Jean-Pierre Fabre, si les Adjamagbo, je reviens sur ce qui s'est passé en temps, il s'approche avec les partis, les responsables du parti au pouvoir pour y parler. Je pense qu'on doit inscrire ça dans ce qui est arrivé, dans ce rapprochement. Il faut quand même le notifier. Certains estiment que cet accord est un début de ce pont qui a commencé à être posé entre le pouvoir et ses oppositions. Occasion pour nous de rappeler encore la pensée du jour de Mahatma Gandhi qui a écrit que mon exigence pour la vérité m'a elle-même enseigné la beauté du compromis. Sauf que pour faire compromis, il faut être deux. Et Joachim Loco, à la signature de l'accord le 26 mai 2010, il avait été annoncé que les fameuses réformes constitutionnelles et institutionnelles que nous réclamions en ce temps-là devaient être opérées en 6 mois. Vous vous rappelez encore les sorties d'un certain Pascal Bodjona et de certains Jovi Gali, qui opéraient l'un pour le RPT, l'autre pour l'UFC. Mais c'est un constat que les réformes n'ont pu être faites dans les 6 mois. Et au début, en 2010, il y avait des cadres de l'UFC qui étaient nommés au gouvernement. Ils ne sont plus. Aujourd'hui, l'UFC qui émerge plutôt dans la classe de l'opposition. Guy Christ est même le chef de file de l'opposition. C'est vrai que c'est pas la tribune ici pour dresser le bilan de cet accord, mais vous pouvez quand même nous en dire 2 mots. Non, mais nous ne pouvons pas faire le bilan. Il revient même aux acteurs politiques, c'est-à-dire les signataires de cet accord, de faire eux-mêmes le bilan. Mais il y a une remarque que je voudrais faire. La politique n'est pas statique. J'en veux pour preuve ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Hier, Alassane Ouattara
et Guillaume Soro étaient des amis, Ouattara était le mentor de Guillaume Soro, aujourd'hui, et ils combattaient ensemble Gbagbo. Aujourd'hui, Guillaume Soro est allé voir Gbagbo en Belgique, il est allé voir son frère Blé Goudé, et ils sont en train de faire une alliance pour combattre ensemble le RHDP du président Ouattara. Et donc rien n'est statique en politique. Cet accord-là, c'est vrai que avant, quand Gilles Christ venait à Lomé, c'était les militaires, les militaires le voyaient comme un terroriste. Que Lomé était en état de siège. Lomé était en état de siège. C'est comme nous sommes en état de guerre, mais maintenant l'accord a permis à la décrispation de la situation politique en ce temps-là. Mais est-ce que tous les points de cet accord ont été respectés? Point d'interrogation. Donc il revient aux acteurs de revoir les choses et essayer de respecter cet accord, que ce soit du côté du pouvoir ou bien du côté de l'opposition. Je pense quand même que, qu'on le veuille ou pas, cet accord a contribué à quelque chose, et c'est la décrispation. C'est Gilles Christ qui est arrivé, qui est maintenant à Lomé, et qu'on le veuille ou pas, les acteurs politiques, même si en 2017, comment il s'appelle, Tipi Achadam a rebondi. C'est ça aussi de la politique. Les acteurs politiques ne sont pas la dynamique de la politique. Les acteurs politiques ne sont pas tellement catholiques. Mais il y a quand même une constante depuis que cet accord a été signé. À chaque anniversaire, l'UFC a toujours sorti un communiqué, sorti une note. Des cadres de l'UFC sont toujours sortis pour se prononcer sur l'accord. Mais à aucun moment, on a vu un membre, un cadre, ni du RPT, ni du NI, se prononcer sur l'accord. C'est là où le bas blesse. Je vous dis que UNIR ne garde aucune importance de cet accord. Et figurez-vous, écoutez ce que J.K. Solupio disait en 2017. J'ai retrouvé la phrase. Il dit que le régime a continué à travers des calculs politiciens à court terme à saper les fondements de cet accord de gouvernement, le rendant inopérant. Le régime RPT-UNI, pour la première fois que c'est l'UFC qui le dit, qui appelle UNI le régime RPT-UNI. Il dit, le régime RPT-UNI a planté les graines de désespoir et des instabilités qui risquent maintenant à nouveau d'enflammer notre pays si le pouvoir en place ignore trop longtemps la contestation légitime. Là, c'est un extrait des propos de M. Olympio, en 2017. Et aussitôt, il a demandé donc au président actuel, Faure Gnassingbé, de ne pas se représenter. Et après, il a fait quoi? Il a annoncé sa retraite politique. Maintenant, plus tard, l'homme est revenu, il a ravalé sa salive et actuellement, on l'appelle le chef de file de l'opposition. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a jamais une constance dans ce parti-là. Les gens font semblant donc de croire que oui, l'accord, et que cet accord-là existe encore, a de l'effet, mais en réalité, c'est eux qui profitent. C'est eux uniquement qui profitent de cet accord-là, pas le peuple togolais, parce que ils sont au gouvernement. Je voudrais me poser une question. Est-ce que UNIR était obligé de se prononcer sur cet accord? Ça, il faut le dire. Il n'est pas obligé de se prononcer sur cet accord. Mais je pense qu'il faudrait quand même voir les faits tels qu'ils sont. Gilles Christ Olympio le disait en 2017, la phrase que vient de lire le confrère, dans un contexte donné. Et je rejoins également le confrère Joachim lorsqu'il disait que la politique n'est pas statique. Et c'est en cela que mon confrère se contredit. Donc il faut comprendre que la politique, elle n'est pas statique. Elle n'est pas statique et nous évoluons. Ce sont les intérêts. Les gens ne font pas la politique. La politique n'est pas statique, mais les clauses de cet accord-là sont statiques. Mais aujourd'hui, ces clauses-là, qu'est-ce que ces clauses-là ont apporté de positif au peuple togolais? Comme je l'ai dit, le club de la presse n'est pas malheureusement une tribune. Pour pouvoir faire le bilan, c'est aux acteurs politiques de faire leur bilan. Je voudrais poser comme une charade le titre de Liberté. 10 ans après, parlant des deux signataires de l'accord, Liberté écrit 10 ans après, l'un est toujours debout, l'autre est toujours KO. Oui, le régime est debout. Si vous trouvez celui qui est KO, celui qui est KO, vous participez l'UFC qui est KO. L'émission. Eh bien, nous continuons. 10 ans après cet accord, le journal La Lanterne, sorti aujourd'hui, écrit 10 ans après l'accord RPT-UFC, existe-t-il encore un opposant historique au Togo? C'est la question que se pose la manchette. Non, la lanterne.
10 ans après l'accord RPT-UFC, existe-t-il encore un opposant historique au Togo? Chacun va y répondre. Mais nous venons maintenant à l'actualité avec l'une de ces forces de l'opposition, c'est la dynamique Podro, qui a présenté son candidat à l'élection présidentielle. La suite, vous la connaissez mieux que moi. Et aujourd'hui, Bourema, votre journal Le Messager, vous titrez une dynamique du mensonge politique, écrivez-vous, et vous revenez sur les déclarations du sieur Sana Komna Sadio Réchou, qui persiste et qui signe, qualifiant les leaders de la dynastie qui sont des faux. Oui, moi je n'ai fait que, en tant que journaliste, de retracer ce que les uns les autres ont dit. Zana Sadio Réchou a retracé quelque chose, je crois que c'est lundi, il a fait une conférence de presse et il a insisté sur ce qu'il était en train de dire et les gens pensaient que c'était du faux. Au contraire, c'est lui qui qualifie la dynamique Podro et tous ses membres qui y sont comme étant des faux. Également, il y a une réflexion, je ne sais pas si les gens ont lu cette réflexion qui circule sur les réseaux sociaux où quelqu'un s'est prononcé par rapport à cette dynamique en lien, je crois bien, j'ignore un peu le nom. J'ai lu quand même la tribune de Fulbert Atisso qui se demande pourquoi tant d'acharnement contre la dynamique Podro. Non, moi je ne parle pas de Fulbert Atisso, mais je parle de quelqu'un qui se dit encore proche de l'ANC. Justement, il devrait s'appeler un certain en tout cas, le nom m'échappe un tout petit peu. Tout compte fait, ça se trouve dans le journal, mais le gars est revenu et il a fait le lien avec ce qui a été raconté entre-temps. Et on l'attribuait accusant Jean-Pierre Fabre de demander à un homme des Émilia de lui réparer sa voiture parce qu'il y avait eu des égratignures. Donc je crois que la réflexion de la personne est en lien. Vous parlez de Nadia Diatoubé. Justement, un certain Nadia Diatoubé. Je crois que la réflexion, si les gens l'ont lu, ils se sont aperçus que monsieur Nadia ou madame Nadia, je n'en sais plus, madame Nadia a accusé fortement la dynamique Podro comme étant une dynamique qui pratique la politique du faux. Donc moi je n'ai fait que retracer, ce n'est pas moi-même qui le dis, ça il faut lever cet équivoque. Ce sont les gens qui l'ont exprimé, ce sont les observateurs de la vie politique qui l'ont exprimé et en tant que journaliste, moi je n'ai fait que reprendre ça pour permettre à mes lecteurs de le lire. Merci, donc j'en viens donc à cette tribune publiée sur les réseaux par Fulbert Atisso qui s'indigne devant tant d'acharnement contre la dynamique Podro. Il y a quelques jours, c'était un autre membre de la dynamique Thomas Nchukwe également, qui réfutait point par point les accusations du sieur Sana Sadio, qui de son côté persiste ici avec ses déclarations pour dire, Joachim Loko, comment la dynamique se retrouve dans cette polémique. Non mais moi c'est quand même surprenant que ceux qui se disent opposants hier se voient maintenant en chien de faïence, c'est-à-dire ils ont eu à faire avoir des réunions secrètes. Maintenant, c'est les grands déballages. On déballe sur la place publique, tous, dans les officines, tout ce qui était fait en secret. C'est quand même dommage. C'est ce à quoi nous assistons au Togo, et ce sont les incohérents de l'opposition. Dans la tribune de Fulbert Atisso, il ne comprend pas pourquoi excusez-moi la bavette là. Il ne comprend pas pourquoi les acteurs politiques de l'opposition, au lieu de soutenir le camp de la dynamique contre le pouvoir, ils sont en train de demander plutôt à la dynamique Podro d'apporter les preuves. Et il a donné pour exemple ce qui se passe actuellement, ou bien où le parti de Jean-Pierre Fabre, au lieu de s'attaquer au pouvoir, s'attaque plutôt à ses frères de l'opposition, c'est-à-dire à la dynamique Podro. Et il s'est demandé à savoir si en 98, quand l'UFC revendiquait sa victoire face au général Eyadema, en 2005, quand l'opposition revendiquait sa victoire face à Fort, et en 2010, si
ils ont eu à demander les preuves à l'UFC et à l'ANC. Donc ce sont les incohérences de l'opposition, cette opposition qu'on ne comprend jamais. C'est-à-dire c'est une opposition qui pratique la politique de la poule, soit c'est moi qui picore les grains de maïs, soit si ce n'est pas moi, ok, autant tout gâcher, et c'est ce à quoi nous assistons. Et c'est dommage. Ça revient à la question du confrère La Lanterne. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui une opposition vraiment intrépide en face de Faure Gnassingbé? Une discussion, pendant que nous sommes ici au studio, il semble que le soleil est en train de nous offrir un joli spectacle en live. Mais nous aussi au studio, on ne peut pas en profiter. Merci quand même de partager l'image avec nous. Revenons donc à nos moutons, Sylvestre Béni. Oui, sûrement à nos moutons. Non, pour lancer peut-être une pique à Joachim, et tout le développement qu'il vient de faire, je lui dirais tout simplement, pour reprendre ces mots, que la politique n'est pas statique. Alors, oui, puisque tu l'as dit. Alors, vous savez, aujourd'hui, je me dis que le régime a besoin d'une opposition. Si nous voulons réellement être dans la valeur démocratique, le régime togolais a nécessairement besoin d'une opposition pour évoluer. Tout régime a besoin d'une opposition pour évoluer. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que les rififis de bas quartier que nous voyons entre les opposants, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont des gens qui se mettent les bâtons dans les roues depuis belle lurette, à cause surtout de la crise de leadership. Chacun veut être le sommet, chacun veut être le roi, et que les autres viennent lui faire allégeance. C'est ce que nous avons souvent vu, et qui a conduit à la situation que nous voyons aujourd'hui. Et cela même a coûté un peu la tenance au peuple togolais, si nous prenons le repère de 94, où l'opposition a gagné les législatives, mais du fait que deux opposants ne se sont pas attendus, c'est-à-dire à l'époque c'était le cas de Maître Yavi Agboyebo et l'UTD donc de Feu et d'Enkojo. Mais si à l'époque ils avaient quand même fait front commun contre Yadema, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Maintenant c'est ça le mal donc de l'opposition. Il se tire les balles dans les pieds pendant que le régime est debout. C'est dommage, mais bon, on espère que d'ici peu, les gens vont revenir à de meilleurs sentiments. Laissons les oppositions à leurs problèmes, à leurs querelles intestines. Et revenons maintenant au pouvoir avec Faure Gnassingbé, qui s'est présenté à son 4e mandat, qu'il a gagné haut les mains. Il a prêté serment. Et puis, il y a cette polémique qui gonfle. À quand le prochain gouvernement, le premier gouvernement de ce 4e mandat? Donc, dans l'attente d'un nouveau gouvernement, Actu Express se demande d'abord si les promesses de campagne de Faure Gnassingbé, les promesses de campagne de Faure Gnassingbé à l'épreuve de la Covid-19, écrit Actu Express, pendant que Togo Matin signe aujourd'hui en dernière minute gouvernance, un nouveau remaniement ministériel très attendu pour ce début de 4e mandat, écrit Togo Matin. Et que l'engagement écrit donc d'abord à la page 4, l'engagement donc à la page 4 qui écrit démission en souffrance du Premier ministre Classou, les raisons. Les raisons, vous les trouvez dans ce journal, le même engagement qui écrit tout le pays au ralenti. Trouve encore une fois le journal le ralenti, et que Dunia Le Monde, Joachim Loko, votre journal écrit bientôt 1 mois après la prestation de serment de Faure Gnassingbé, et vous demandez et si Classou démissionnait pour mettre fin à la polémique. Alors le problème de la démission, est-ce que c'est Classou qui refuse de démissionner ou bien quelqu'un qui veut qu'il reste encore là? Bon, est-ce que on n'en sait rien, c'est aller plutôt de poser cette question à Classou et puis à son mentor, le président de la République. Mais pour notre part, nous trouvons que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal si, certains sont tentés de dire que c'est à cause de la crise de coronavirus, une crise qui est sortie de nulle part et qui est en train de mettre tous les pays du monde entier à genoux. Mais pour notre part, nous estimons quand même que ce n'est pas normal que pratiquement 1 mois après la prestation de serment du chef de l'État, que l'ancienne équipe soit toujours aux affaires,
puisque cette équipe, ça freine en quelque sorte le développement du pays. Cette équipe ne peut plus prendre des décisions, de grandes décisions qui engagent le pays. Et donc, il urge que Faure Gnassingbé attend écoute le cri des Togolais et que le Premier ministre soit démis, quitte à le faire revenir. Et ne nous permet pas. C'est Faure Gnassingbé qui doit juger si ce Premier ministre a été bon pour lui ou pas. Mais le Premier ministre doit démissionner. On doit cette pratique républicaine, on doit la respecter pour qu'il démissionne, pour que notre Premier ministre, ou bien qu'il revienne et qu'il forme un nouveau gouvernement et que ce gouvernement ait les pleins pouvoirs pour pouvoir agir et juguler cette crise de coronavirus. Quand nous débattons de ce sujet, qui met à genoux le pays. Ouais, quand nous faisons le problème ici, des gens réagissent que dans la Constitution, il n'y a aucun article qui impose ni à Faure Gnassingbé, ni au Premier ministre Classou que celui-ci démissionne, mais Bourema, ceux-là même reconnaissent que c'est une tradition républicaine un peu partout dans le monde. Quand on fait des élections majeures, comme l'élection du président de la République, même des députés à l'Assemblée nationale, que le gouvernement en place remet son tablier, quitte à ce que le chef de l'État reconduise la tête ou nomme carrément un nouveau chef de gouvernement. Mais je me demande si la tradition est une obligation, ou la tradition fait partie des lois qui régissent le fonctionnement de notre communauté. Je n'en sais rien, mais je pense que c'est vrai que le fait que le suspense est maintenu, le fait que le Premier ministre est encore là, qu'il n'y a pas encore eu de changement du gouvernement, il y a eu un ralentissement d'un certain nombre d'activités, d'un certain nombre de prises de décisions. Lorsque vous allez dans certains ministères, je pense qu'il y a certains ministres qui sont quand même qui ont quand même un peu de retenue parce qu'ils ne veulent pas avancer. Ils estiment qu'ils ne veulent pas prendre des décisions. Donc ça ralentit un tout petit peu le fonctionnement de la vie au sein du pays. Mais je reviens pour nous poser la question. Est-ce que le fait que le chef de l'État ne nomme pas un nouveau Premier ministre, est-ce qu'il est obligé de le faire? Je ne crois pas. Mais toujours est-il que nous pensons, et le chef de l'État, je ne suis pas sûr qu'il n'est pas conscient que le fait de ne pas nommer un Premier ministre en ce moment ne ralentit pas quand même un certain nombre d'activités. Il est conscient, il en est conscient. Moi, je suis sûr, et il devrait le faire. Mais personne n'est dans le secret des dieux et que c'est lui seul qui sait. Parce que demain, c'est lui qui aura les comptes, qui aura les comptes à rendre devant la population, et la population également note aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Donc c'est demain, c'est à cette population-là qu'il va s'adresser, c'est à cette population-là de sanctionner ce qu'elle est en train de voir aujourd'hui. Mais je le dis, le fait de ne pas nommer un Premier ministre à l'heure actuelle, ça ralentit un certain nombre de choses au niveau du fonctionnement public. Mais s'il vous plaît, les lois qui régissent le fonctionnement de notre communauté ne donnent pas obligation au chef de l'État, et on le dit, moi je le dis, c'est dans ce sens, ne donne pas obligation au chef de l'État de nommer un Premier ministre. Donc ce qu'on ferait, l'engagement qui trouve que tout le pays est au ralenti, pendant que la dépêche pour sa part écrit 4e mandat, une nouvelle équipe pour faire face aux défis de l'heure, et Faure tourne en rond, écrit la dépêche. Et pour sa part, Liberté, à la page 5, sous la rubrique caricaturement votre écrit, primature, les Togolais attendent la pêche du nouveau Premier ministre. Le même Liberté qui à la page 4 revient, qui écrit formation du nouveau gouvernement, un non-événement pour un peuple habitué à une gestion approximative. Sylvestre Béni? Oui, je crois que c'est ce que j'allais d'ailleurs dire, parce que nous sommes habitués quand même à ce ralentissement des choses au pays, et puis si bien que bon, ça ne dit plus rien à personne. Je dirais peut-être qu'il y a rien à voir donc au circulant. Parce que tout à l'heure, j'ai écouté Bourema qui dit que non, que c'est pas une obligation, mais entre-temps, il dit qu'il devait le faire. S'il devait le faire, donc ça devient déjà une obligation. Mais aujourd'hui, le chef de l'État doit être conscient que le fait de ne pas nommer un gouvernement ralentit du moins et a des impacts négatifs sur le développement de la nation. Ça, c'est sûr, parce que ceux qui sont en train donc de gérer les affaires courantes ne peuvent pas prendre des décisions qui va engager peut-être leur successeur si jamais ils ne reviennent aux affaires. Donc, aujourd'hui, il y a intérêt du fait que nous sommes également dans une urgence avec le Covid-19. Donc, il y a intérêt à ce que
une nouvelle équipe gouvernementale soit formée et que ces ministres-là puissent peut-être aller sur le terrain et travailler. Mais je me dis que qu'est-ce qui bloque autant et du moins sur le chef de l'État si on sait que au niveau donc de l'exécutif, il y a déjà un effectif assez pléthorique, il y a également déjà compétent, ça il faut le reconnaître. Mais qu'est-ce qui bloque cela? Je prends tout à l'heure le journal Togo Matin au sérieux, quand Togo Matin nous parle de remaniement. Vous voyez, eux, c'est le terme que j'ai. Ils parlent de remaniement ministériel. Ils ont pris soin de mettre ça entre guillemets, je ne sais pas pourquoi. Bon, peut-être, moi, remaniement ministériel. Je vais peut-être prendre ce journal au sérieux. S'il s'agit d'un remaniement ministériel, autant Classou, le Premier ministre Classou, autant qu'il démissionne, il est reconduit, et puis au niveau de l'équipe, on revoit les postes, on change un peu les pions, et puis bon, on recommence, parce qu'en réalité, on prend les mêmes, on recommence, nous sommes habitués, donc qui le fasse. Justement, nous sommes habitués, un auditeur s'étonne que nous soyons surpris, puisque depuis 15 ans, Faure ne s'est jamais pressé pour nommer son gouvernement, et on devrait être habitué. Non, c'est ce que tout le monde a dit, nous sommes habitués. Donc comme on est habitué, il faut attendre. Et peut-être faire comme le président Mohamedou Bouhari, qui entre-temps avait attendu jusqu'à 6 mois, au point qu'on l'appelait Papa Goslo. Peut-être que Faure Gnassingbé veut vraiment entrer dans l'histoire comme quelqu'un qui n'est pas pressé pour former son gouvernement. Baby Goslo. Non, je crois que tu as tout dit ça. On est habitué, je crois qu'il faut attendre et on attend. Eh bien, continuons à attendre. Mais là, je voudrais partager avec vous ces deux vues constatées. Vous l'avez sans doute appris sur les antennes, notamment des radios mondiales depuis hier. Au Bénin, le procureur de la République de Kandi, c'est l'une des villes au nord du Bénin, le procureur de la République de Kandi, son substitut ainsi que le commissaire de police de la dite ville ont été arrêtés et inculpés d'intelligence avec une cellule terroriste. Et c'est leur CRIT là, disons, ce que le président Talon a mis en place, tribunal spécial, qui on a arrêté le procureur de la République, son substitut et le commissaire de police parce qu'ils sont soupçonnés d'intelligence avec le terrorisme, avec des terroristes. Maintenant, allons au Burkina Faso. Un ancien ministre de la Défense du nom de Jean-Claude Bouda, il a été arrêté et détenu. Il est accusé d'enrichissement illicite, de détournement de fonds ayant servi à bâtir une résidence estimée à 1 demi-milliard de francs CFA dans sa ville natale. Cette villa qui ne figurait pas dans les déclarations de biens à sa nomination, et on a trouvé que les biens licites de l'ancien ministre ne lui auraient pas permis d'ériger une telle maison. Et là, monsieur Jean-Claude Bouda, qui est poursuivi pour faux et usage de faux, blanchiment de capitaux et délit d'apparence. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un réseau national de la lutte anticorruption qui a porté plainte contre l'ancien ministre pour faux et pour fait de délit d'apparence, enrichissement illicite, fausse déclaration d'internet et d'intérêt et de patrimoine. Ah bien. Donc voilà une cour spéciale qui fait arrêter un procureur de la République, son substitut, un commissaire, parce qu'ils sont soupçonnés d'intelligence avec l'ennemi terroriste au Bénin. Et au Burkina, c'est ce réseau national de lutte contre la corruption qui a investigué et porté plainte contre l'ancien ministre qui est arrêté et détenu depuis. Qu'est-ce que ça vous inspire, Joachim Loko? Non, c'est quand même grave qu'on en arrive à cette situation-là, surtout à Kandi, où le procureur de la République et le commissaire de police ont été accusés d'intelligence avec l'ennemi, c'est-à-dire les djihadistes. Il s'agit de quoi? On a arrêté en quelque sorte des gens qui sont soupçonnés de djihadisme. Vous savez que le djihadisme sévit au nord du Bénin, dans le Sahel en général, et patati patatra, on ne sait ce qui s'est passé, et les gens ont été libérés. Et ceux qui ont arrêté les djihadistes ont de fortes convictions que ces gens-là préparaient un coup contre le Bénin. Et c'est là où ils n'ont pas compris pourquoi
le procureur de la République ou bien le commissaire de police puisse libérer de telles personnes. Et c'est là où ils sont allés, ils ont porté plainte. Et le SCRIC, ou bien c'est le SCRIC, la non? Criette. La Criette a investigué, ils ont compris finalement que peut-être que le commissaire ou bien le commissaire et le procureur de la République sont substituts, ils sont corrompus. C'est des tas. Et ils vont devoir répondre. Ils vont devoir répondre. C'est devant la justice. Les tas de la justice. Vous êtes trois. Sylvestre Béni, vous prenez le cas du Bénin ou bien du Burkina? Moi, je prends le cas du Burkina. C'est le Burkina qui m'intéresse. Mais sauf que ce cas-là ne peut jamais marcher ici au Togo. Non, restons au Burkina. Non, je vais faire la comparaison, je reviens au Burkina. Vous voyez que eux, là, c'est parce que les gens déclarent leurs biens avant l'entrée en fonction. Ils déclarent leurs biens. Si on était dans le cadre du Togo, vous verrez qu'on ne peut jamais l'arrêter. Voyez-vous, donc, et là, je salue, en fait, du moins, la APUCI à version Bénin, qui a pu quand même coffrer ce ministre-là. Et par là, peut-être que les autres là vont prendre conscience et ils seront surveillés comme du lait sur le feu. Ça, c'est une situation que je salue. Donc, l'ancien ministre Jean-Claude Bouda, il est aujourd'hui en détention à cause ou grâce à ce réseau national de lutte anticorruption qui a investigué, qui a porté plainte. Ici, c'est plutôt une haute autorité que nous avons, la APLUSIA, qui elle aussi a investigué, a trouvé des choses qu'on a versées au procureur de la République. Vous connaissez les noms, oui. Mais est-ce que les deux institutions travaillent de la même manière? Je n'en sais rien. Est-ce que les règles qui régissent le fonctionnement de la APLUSIA version Burkina, est-ce que c'est la même chose au Togo ici? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que lorsque vous êtes investi d'une mission, comme la APLUSIA au Togo ici, vous devriez aller quand même loin pour pouvoir nous donner les preuves que vous êtes en train de travailler. C'est vrai, la APLUSIA a fait un certain nombre d'enquêtes. Il a remis un dossier au niveau du procureur. Jusqu'alors, il y a un silence radio. On ne sait pas comment ça se passe. Je pense que que ce soit au Bénin, que ce soit au Burkina, cela doit en principe nous inspirer ici aussi au Togo. Pour que lorsque vous êtes investi, lorsqu'on vous donne une mission, que la mission puisse aller jusqu'au bout pour que les gens puissent sentir effectivement qu'il y a quelque chose qui est fait. Les deux cas doivent inspirer nos institutions, que ce soit en Afrique et particulièrement au Togo, parce qu'il y a des institutions de la même manière qui sont dans notre pays. On parle de APLUSIA. APLUSIA doit aller dans beaucoup de dossiers et taper le poing sur la table et donner un exemple comme ce qui s'est fait au Burkina Faso. Je se rappelle terminer que ici au Togo, la APLUSIA a fait des investigations sur les participations du Togo aux phases finales des Coupes d'Afrique des Nations. Beaucoup de centaines de millions. 600 millions. Qu'on devrait rechercher auprès de certaines personnes que nous connaissons très bien. Le rapport est là auprès du procureur de la République et puis rien. La même APLUSIA qui a investigué sur la fameuse route Lomé-Vaughan-Envoin, des noms sont cités qu'on connaît. Le rapport est là, mais le procureur de la République ne dit rien. Vous me direz que le Togo est le Togo, le Burkina est le Burkina, le Bénin est le Bénin. Eh bien, il va être midi dans quelques instants. Juste vous rappeler que pour cause de défectuosité de nos lignes fixes, nous vous mettons à disposition le 90 77 98 18 et le 90 03 07 14 pour réagir sur l'apparition de santé et éducation, les derniers chiffres de la riposte à la Covid-19, et les 10 ans de l'accord politique entre le RPT et l'UFC, et également, si vous êtes également dans l'attente de la formation du prochain gouvernement, vous le direz. Et si la situation actuellement en cours au Bénin et au Burkina vous inspire, libre à vous de nous enrichir sur l'un ou l'autre sujet. Canal FM. Nous attendons vos réactions sur les deux numéros 90 77 98 18 ou le 90 03 07 14. Mais en attendant le premier coup de fil, il y a un autre sujet qui défraie la chronique sur le terrain de la justice, notamment la personne qui est habilitée à présider le Conseil supérieur de la magistrature,
Nous en avons parlé hier, mais le sujet revient aujourd'hui avec la dépêche qui écrit l'indépendance de la justice. Un jeune magistrat ose, citation de sa déclaration, il faut combattre l'invasion de l'institution judiciaire par l'exécutif. Et Sylvestre Béni, votre journal aussi, La Manchette, vous y avez consacré un article. Oui, en effet, nous avons dit les raisons donc du choix donc du président. Et il y a rapidement, il y a quelques semaines, je disais d'ailleurs ici, en me fondant sur le rapport du HCDH, le rapport 2013 du HCDH, et ce rapport-là, Madame Igué Olantongopo disait que les ministres et demandaient donc aux juges, aux magistrats, imposer leur point de vue aux magistrats sous peine de sanctions d'affectation. C'est-à-dire, s'il y a un sujet, il y a des ministres de la République qui disent aux magistrats ou aux juges la manière dont ils doivent conduire le dossier. Et s'ils refusent, il y a la menace de sanctions d'affectation. Or, nous savons que, et pour qu'il y ait affectation, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui fait la proposition au garde des Sceaux. Et pour qu'il y ait peut-être sanction, c'est eux aussi qui doivent jauger le fait que peut-être le juge est enfreint ou a commis donc des actes, des manquements graves dans l'exercice donc de sa profession. Et ils ont dit que généralement les magistrats se plaignent. Je parle de ce rapport-là, que généralement les magistrats se plaignent, mais ils n'arrivent pas à le dire. Mais aujourd'hui, vous verrez que devant l'hésitation donc de faire ce que l'exécutif leur dit, aujourd'hui, l'exécutif veut peut-être lui-même prendre la tête donc de ce conseil-là, comme ça. Si on te dit faire et tu ne veux pas faire, on peut rapidement te sanctionner. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, les magistrats montent au créneau, ils sont sortis donc de leur gond pour dire que leur indépendance donc est en jeu s'il arrivait que l'exécutif vienne donc chapeauter le judiciaire. J'ai fait polémique, nous avons annoncé que nous recherchions des experts en droit pour nous éclairer là-dessus. Mais en attendant, ce titre de la manchette, Conseil supérieur de la magistrature, les raisons cachées du choix de Faure Gnassingbé à lire, à apprécier. La technique m'annonce un premier auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est Papa Sodinet. Papa Sodinet, vous êtes en ligne. Ok, merci. Tout d'abord, je salue tout le plateau. Merci. Et ensuite, je voudrais intervenir sur l'accord signé entre RPT et UFC. Oui. Je crois que cet accord a fait tuer UFC. Puisque c'est pas moi qui va le raconter. Tout le monde savait si Gilles Christ voulait arriver à Lomé ici, ce qui se passait. Il faut que les gens se montent sur eux-mêmes avant qu'il n'arrive. Et on entendait des heures avant qu'il n'arrive. Aujourd'hui, J-Christ, parfois, se circule à Lomé. Personne ne veut même pas le regarder. Donc, c'est vraiment dangereux parfois de signer certains accords. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Alors, si Christ Olympio circule paisiblement à Lomé, est-ce une bonne chose ou bien une mauvaise? L'auditeur suivant en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Oui. Bonjour, mon frère. Oui, c'est monsieur? C'est Faustin depuis Agualvedo. Pardon? C'est Faustin depuis Agualvedo. Faustin, ok, vous êtes en ligne. D'accord. Moi, je pense qu'au début, moi, j'avais soutenu la dynamique de Podio. Au final, j'ai vu que vraiment, c'est un métier qui voulait oser. Dans la vie, il faut oser. Il a osé, ça n'a pas marché. Donc, je pense que il n'est qu'à se concentrer à 2025 pour voir, pour se préparer pour attendre 2025. Okay. Au lieu de rester là, tourner à gauche, à droite, moi, je ne vois pas. Il a tenté tout ce qu'il disait au début, on a vu que finalement, c'est des blabla. Donc, il a osé. Il faut oser, il a osé, ça n'a pas marché. Il n'a qu'à oublier. C'est passé. Et se préparer pour 2025. C'est ça même, mon frère. Merci. J'espère que vous irez voir votre champion pour le lui dire face à face. Le troisième auditeur, bonjour. Oui, bonsoir. Oui, bonjour. Oui, comment vous allez? Comment vous nous sentez? C'est monsieur? Je salue le plateau. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Malga. Pardon? Monsieur Malga. Malga. Oui. Ok, nous vous écoutons. C'est par rapport au coronavirus. Allô? Oui. Nous je voulais poser une question à monsieur Gadiel. Oui.
Et s'il peut nous rappeler comment est-ce qu'on calcule le poids de l'indice corporel, puisque il a parlé ça, je n'ai pas pu écouter, donc il n'a qu'à nous rappeler comment est-ce qu'on calcule l'indice corporel. Merci. Gadiel? L'indice de masse corporelle. Oui. Par rapport au coronavirus là. Oui. Vous ne pensez pas qu'il serait mieux pour l'État de libérer l'économie comme les autres pays l'ont fait pour qu'on puisse évoluer? Parce qu'on voit plus les choses avancent, plus ça devient de plus en plus compliqué en matière d'économie. Donc, vous ne pensez pas que ça serait bon qu'on libère l'économie et les activités et qu'on essaie de vivre avec le virus? Merci. Nous préférons relayer votre proposition à l'endroit du gouvernement. Est-ce qu'il faut mieux déconfiner, quitte à continuer à gérer la riposte autrement? Mais pour ce qui est de votre ressort, Gadiel? L'indice de masse corporelle, le calcul, c'est le poids sur la taille au carré. Donc, la taille au carré, ça veut dire la taille fois la taille. Donc, le poids sur la taille fois la taille. Mais le poids est en kilogrammes? Oui. Et la taille est, disons, en mètres? Oui, et on convertit cela en centimètres et on trouve un chiffre. Et voilà, si ce chiffre est entre 19 et 25, vous avez le poids santé. Merci. Je suis curieux de voir le résultat de Bourema, de Joachim et de Sylvestre Béni. Je suis en train de calculer. Mais l'auditeur suivant déjà en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Il est parti malheureusement, mais il va revenir. Allô. Oui, bonjour l'ami. Bonjour. Oui. Grand frère, comment vous allez? Oui, ça va. Ça, monsieur? Patrick. Pardon? Patrick. Patrick, oui, allez-y. Voilà. J'aimerais intervenir à propos de la crise sanitaire là. Bon, moi, j'aimerais bien que ça là nous serve d'exemple les jours à venir. Parce que moi, je constate que nos gouvernants, pas seulement le Togo, mettent des fonds au profit des structures ou bien de quoi, je ne sais pas, et délaissent le domaine médical, ce qui n'est pas bon. Aujourd'hui, c'est un problème médical qui est en jeu. Demain, écoutez, si c'est la guerre mondiale qui se passait maintenant, c'est l'armée qui serait au-devant des choses. Mais il faut aller voir ce qu'ils gagnent. C'est vraiment dommage. Par rapport aux ministres, aux députés, vous voyez leur salaire. Les trucs sont, on pouvait financer des projets pour la lutte contre des virus, des cas suspects. Mais ils sont là, ils financent autre chose. Que ça la scène, par exemple, pour le prochain gouvernement ou bien pour le président, voir comment faire pour aider la population dans ce sens. Mais il y a des gens qui sont, s'ils sont malades, on ne le savait pas au Togo. Pourquoi? Là où ils savent, là, c'est dans les cieux. Mais je me demande. Merci. Alors, c'est ma première préoccupation. Merci. La seconde, là, ça c'est une doléance. Oui. Est-ce que il ne serait pas bon chaque vendredi de faire une émission, une libre antenne pour que tout ce que tout le monde pense puisse dire, pas seulement ce que vous allez nous laisser le temps. C'est comme si les auditeurs veulent animer l'émission et vous nous suivez quoi. C'est une proposition. Ça. Ok, on ne refuse jamais une proposition, c'est bien noté. Nous excusons pour la qualité des communications, mais ça va aller de mieux en mieux. L'auditeur suivant déjà en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Sad. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Kokou. Monsieur Kokou, allez-y. Je salue le plateau. Concernant l'accord IFP, un de vos confrères parlait de la démocratie, que le Togo n'a pas la maturité de la démocratie. Je voudrais demander, lorsqu'on emploie ce mot à l'endroit des Africains, nous ne sommes pas mieux pour telle chose. Est-ce que ce n'est pas une insulte? Donc, il a été dit ce matin que les Africains ne seraient pas mûrs pour la démocratie? Je dis qu'un de vos confrères parlait de la maturité concernant la démocratie. On n'était pas mieux, le Togo n'est pas mieux pour la démocratie. Vous avez entendu ça ce matin chez nous ici? C'est vous. Bon, peut-être que j'étais distrait, mais sincèrement, moi, je n'ai pas écouté cela. Allô? Oui, Bourema. Je m'étais prononcé sur le sujet, mais je n'ai pas dit que le Togo n'était pas mûr, parce que j'ai dit que nous étions en construction. La démocratie que nous sommes en train de construire, que ce soit au Togo ou ailleurs, nous sommes en train de construire une démocratie. Et jusqu'à ce jour, je ne crois pas que nous avons réussi à la construire. Nous sommes en train de construire... Allô? Oui? Pour terminer. Concernant la dynamique Podro. Oui.
Lorsqu'on dit que M. Super s'étonne et demande pourquoi tout ce stationnement contre la dynamique, je voudrais demander, avant qu'on aille aux élections, qu'est-ce qu'on a dit au peuple togolais? Dans des émissions, Super même disait au peuple togolais, on ne veut plus quelqu'un qui va aller aux élections et revenir dire au peuple qu'on l'a volé, que eux, ils seront en mesure de prendre la victoire. Aujourd'hui, on a fait les élections, au lieu de parler de ce qui s'est passé, on s'acharne contre un autre parti qui a participé aux élections et a joué. Mais pourquoi on s'acharne contre un autre parti qui a joué? Pourquoi est-ce que la dynamique n'arrive pas à dire au peuple qu'il a gagné, on lui a volé, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne fait pas ce genre de choses. On est encore là comme on est passé pour les campagnes, on s'acharne contre des partis comme mais qu'est-ce que cette dynamique veut faire aujourd'hui pour le Togo? Merci. Monsieur Kouakou, nous renvoyons votre question à l'endroit de Philbert Atisso et de tous les membres de la dynamique Podro. Allô? Oui. Oui, bonjour, monsieur Sassou. Bonjour. Je salue le plateau, je salue votre devoir et votre déontologie pour le travail. Merci. Je suis Jean-Pierre, j'appelle. Les communications ne sont pas de très bonne qualité ce matin. Vous voudrez bien nous en excuser? Allô? Je vous appelle depuis Théviers, c'est Jean-Pierre. Depuis Théviers? Oui. Ok. Alors, je m'en vais sur le sujet de Corona. Et ici à Théviers, la population ne sait pas concrètement si coronavirus existe. Ah bon? À Théviers, des rassemblements encore se font ici à Théviers. Des gens dits de cunette, etc., se renseignent sans les mesures barrières, sans les mesures de précaution. Puis dans les oreilles des gens, ils sont là sans respecter les mesures barrières. Alors, moi, personnellement, j'ai peur si à Théviers. Des jeunes qui jouent toujours au ballon, on les interpelle, on les appelle, ils refusent, ils continuent. Est-ce que la maladie même existe ici au Togo quand même? Est-ce que les gens ont peur de leur vie? Je me demande. Alors Jean-Pierre, vous avez quand même un directeur préfectoral de la santé. Oui. Vous avez également une branche préfectorale de la coordination de la riposte. D'accord. Alors, quand les gens s'agglutinent là, est-ce que la police ou bien est-ce qu'il y a une mission qui se porte auprès d'eux pour les disperser? Pas du tout. Et je me demande vraiment si le maire et les préfets, etc., et je sais pas, les chefs du quartier sont quand même là pour ce genre de choses. Vous-même, vous êtes à Théviers? Je suis à Théviers. À 35 km de Lomé. Mais quand même, je suis très fréquent à Théviers pour faire des projets. Maintenant, les jeunes, les étudiants même, les jeunes que j'en connais, les jeunes élèves, ils savent bien qu'ils se donnent encore toujours de la main. Et je crains pour la commune de Pain. Donc, il faudrait bien que vous nous donniez l'information là pour que la police puisse circuler dans la ville. Même s'il y a couvre-feu à Théviers, ça serait mieux. Pour que des regroupements, en fait, s'arrêtent à Théviers. Des gens, des jeunes qui crient ici, des cunettes, etc., par-ci, par-là. Mais ils ne respectent pas les mesures barrières, la distanciation sociale, non. Et bon, moi, je crains que le virus puisse disparaître, à Théviers, quoi. Merci. Donc, c'est de l'inspiration. Alors, si ce que notre ami dit est vrai, Sylvestre Béni, c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Et moi, je vais quand même le féliciter parce qu'il a eu le courage de le dire. Et devant ces gens de regroupement, il peut aussi appeler le 111. Hein. Il peut appeler le 111. On va l'orienter sur la ligne donc des forces de Covid, puisqu'ils sont peut-être de concert avec tout ce qui travaille sur toute l'étendue du territoire. On peut être saisi une brigade là et ne serait-ce que pour voir investiguer. Je rappelle quand même que à Théviers, il y a un préfet, il y a un maire, il y a la coordination préfectorale. Et si devant tout ce monde-là, les gens peuvent se permettre de se regrouper comme ça et qu'on leur dise rien, où est quand même l'autorité de l'État. Nous prenons l'auditeur suivant. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? J'appelle Eric. Vous appelez de? Adeti Kopé, oui, allez-y. Oui, le confrère Eric. Aletoué. Eric Aletoué. Oui. Ah oui. Je vais réagir dans le sens du précédent intervenant pour dire que vraiment, les gens foulent au pied les mesures barrières édictées par le gouvernement. Même à Adeti Kopé? Oui, lorsque le dernier intervenant parlait des affrontements, je crois qu'il faut vraiment porter un regard sérieux là-dessus. On a permis les écoles pour que les enfants restent à la maison.
mais on a comme l'impression qu'on a ouvert les boulevards pour eux. Et j'ai toujours parlé des cas de ceux qui se retrouvent dans les vidéoclubs, en groupe, avec des découvertes à ciel ouvert, sans port de casque. Et à longueur de journée, ils sont là à dégager, à s'activer devant les vidéoclubs. J'ai toujours parlé de ça, mais je pense que le général Yark devrait vraiment ouvrir les yeux là-dessus pour que ces éléments dans chaque localité puissent faire des distances régulières pour pouvoir les gens. Sinon, c'est vraiment inquiétant. Les parents vont ramasser, les enfants vont risquer de ramasser le virus dans la nature pour amener ça à la maison. C'est vraiment curieux que les mesures sont plutôt plus observées par les parents que les enfants qu'on a libérés des écoles pour qu'ils restent à la maison. Maintenant, on voit les parents à la maison et les enfants sont dans la rue. Et c'est vraiment inquiétant. Je pense que l'intervenant précédent n'a fait que apporter vraiment de nouveau à mon inquiétude que j'ai toujours exprimée. Il faudrait que les forces de sécurité, et surtout les autorités locales, les maires et les préfets, je ne sais pas quoi vous l'avez dit, ça se passe devant leur nez et leur barbe, tant que personne ne dit rien. Vraiment, c'est un cri que je lance pour que ce volet-là soit observé. Nous sommes en train de constater les efforts que le gouvernement est en train de consentir pour combattre ce virus, mais ces attitudes risquent de porter un coup à ces efforts-là. Merci à vous, cher confrère Eric Tanandé. C'est ça aussi la confraternité. Merci beaucoup et bon congé puisque vous êtes aussi enseignant. Bonnes vacances forcées. Le prochain auditeur, oui, déjà en ligne? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour à vous. Moi, c'est combien? Oui, j'ai reconnu. Voilà. J'aimerais partager deux vues constatées avec vous. La première vue, c'est un travail de calvaire, de concours de combattants pour faire sa vie technique à Sotopla. Et sur ce, je propose que Sotopla se décentralise dans nos grandes villes du Togo. Deuxième vue constatée, c'est que les policiers prennent les gens qui à taxi ou bien à véhicule personnel sont 3 derrière et ils les verbalisent à 5 000. Je leur ai posé la question, le décret et l'ordonnancement, ils ne m'ont pas donné d'informations là-dessus. Et pour l'émission d'aujourd'hui, moi je vais m'attarder sur l'opposition. Le pouvoir en place dispose d'une opposition, mais c'est les leaders qui manquent. Donc, si le régime pense qu'il n'a pas une opposition, c'est assez faux. Nous avons une opposition et lorsqu'on prend les tueries, les meurtres, ne serait-ce que les 2, 3 qu'on a constatés en période de Covid, ces familles sont devenues une opposition pour le pouvoir, pour pouvoir connaître la vérité de ce qui se passe. Il y a une opposition pour les jeunes qui ne trouvent pas du travail et il y a une opposition pour moi aussi qui est en train de vérifier à chaque moment de l'impunité dans la gestion de la cité. Donc c'est les leaders qui manquent selon moi. Merci. Je vous en prie. Donc sa proposition, c'est que la direction des transports routiers ferroviaires puisse déconcentrer, décentraliser les visites techniques. Et nous, le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour. Bonjour, ça. Oui. C'est M. Karim de Super Taco. M. Karim de Super Taco. Je salue les invités. Merci. La gars dit que j'achète son journal chaque mercredi. Santé éducation. Oui, très bien à la radio, moi, quand nous dit bonjour, moi, nous les achetons au moins. Gadiel, saluez au moins ceux qui achètent vos journaux. Mon frère, bonjour, comment ça va? Je vais bien, Gadi, et toi? Ok, oui, ça va. Non, avec ton journal, je prends bien soin de ma famille. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde. La première question, soit vers le gouvernement. Le prochain gouvernement que Foro va nommer, il ne faut pas qu'il va oublier notre ministre Yaka Tamaham, le monsieur qui travaille bien dans le gouvernement. Bon, c'est un plaidoyer. On va demander encore le gouvernement que le transport dans ta famille
on transporte les gens, maintenant, ça nous arrange. Ça, maintenant, tu as 3 personnes, tu vas attaquer. Et le tarif est bien. Au lieu de 2500, maintenant, c'est revenu à 5000. Maintenant, si tu prends 3 personnes, maintenant, tu vas attaquer. Mais sans problème, les policiers te laissent, tu passes. Donc, si on devait nous faire le tarif comme ça, ça devait nous arranger. On devait avoir 3 personnes dans la voiture jusqu'à aller à attaquer, mais ça devait nous arranger. Donc, on demande le gouvernement de nous aider vraiment avec les tarifs et on se retrouve. L'ami Karim, vous êtes transporteur, vous êtes chauffeur? Oui, je suis dans mon volant, comme ça. Ok. Mais c'est pas prudent de téléphoner au volant. Je me suis arrêté. Ok. Merci beaucoup, transporteur fidèle. Pensez quand même à la population. Vous sollicitez au gouvernement d'augmenter le tarif, mais n'oubliez pas que les populations n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Quand même, il faut penser quand même à la population. Ça. Merci. C'est vrai qu'il y a des situations cocasses. Depuis que le gouvernement a limité le nombre des passagers dans les taxis, les prix montent. Avant à Guezongo, à Lomé ici, c'était 400. Maintenant, dans des voitures, on prend 500, voire même 600. Et l'argument des chauffeurs, c'est que le prix du carburant est toujours le même. Le nombre des passagers baisse. Donc, c'est les rares passagers qui paient pour le reste de toutes les places du véhicule. Toute préoccupation que nous véhiculons. Un tour de table, 1 minute. Pour réagir chacun sur quelque chose qu'un auditeur a dit qui vous intéresse. Bourama Chabouri. Oui, moi, il y a 2 interventions qui m'ont marqué. Il y a la première qui consiste, c'est une doléance à l'endroit du gouvernement de voir est-ce qu'il ne faudrait pas quand même vivre avec le virus et libérer un peu les activités économiques. Je crois que c'est une doléance. Avec la crainte que la propagation. Justement. Le gouvernement peut y penser parce que l'intervenant a pris exemple de ce que certains pays ont eu à faire et parce que il se dit qu'avec ça, les gens n'arrivent pas à vivre. Et en plus de cela, le Covid est venu encore ralentir les activités économiques. Ma seconde intervention, c'est... Alors, je l'ai oublié, ça m'échappe dans les confrères. Eh bien, fouillez dans votre tête, vous allez retrouver. Sylvestre Béni. Oui, moi, peut-être qu'en faisant une déduction de ce que la personne a dit, en parlant donc de libérer l'économie, moi, je voulais peut-être aller sur le terrain et de l'éducation, où je veux quand même qu'on trouve une formule, ne serait-ce que pour sauver l'année pour ceux qui sont en classe d'examen. Et je me dis que au moins pour ces gens de personnes, il y avait quand même certains qui proposent à ce que on puisse, cette année, du fait de Covid-19, ne tenir compte que des moyennes, donc de la classe et de la composition pour les faire passer en classe supérieure. Mais là, il se posera un problème de niveau plus tard. Et là, moi, je me dis que peut-être comme ils se sont arrêtés sur le 20 mars, peut-être qu'on peut composer les épreuves en faisant une fixation sur ce qu'ils ont fait jusqu'au 20 mars. Là, il peut quand même composer. Donc, on n'aura plus à aller donc au cours et prendre des dispositions pour qu'au moins eux, ils puissent passer les examens. Maintenant, ceux qui sont en classe de passage, bon, on peut faire des évaluations plus tard pour ces genres de personnes. C'est une préoccupation pour les parents. Ce matin, j'ai échangé avec des amis au Burkina. Les élèves en classe d'examen reprennent les cours, disons le chemin des cours, le 2 juin, la semaine prochaine. Ça, c'est au Burkina, ça. Voilà. Les élèves de CM2, 3e terminale, ils n'ont pas le probatoire. Ceux qui sont en classe d'examen vont reprendre l'école au Burkina le 2 juin prochain. Qu'est-ce qu'on envisage pour nous? Nous continuons à chercher. Joachim Loko, pour revenir aux auditeurs. Moi, je voudrais revenir toujours sur la préoccupation de l'auditeur de Thiévier par rapport au Covid-19. Je pense quand même qu'il va falloir que la population prenne conscience, surtout ceux qui estiment toujours que le coronavirus n'existe pas, c'est une maladie des Blancs et que ça ne tue pas. Je pense que nous devons intensifier la communication et que la sensibilisation plutôt, et que tout le monde prenne conscience. Le mal existe, le mal est à nos portes. Si le mal est déjà dans la maison. Le mal est déjà dans la maison. Si nous jouons avec le mal,
on sera emporté. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, où des milliers de personnes tombent. L'ami Jean-Pierre ce qui se passe en France. Également le confrère Eric Tanandé qui a renchéri à Déticopé. Et si ça se passe ainsi à Déticopé, à Tchévier, qui sont pratiquement dans le même, quelle sera la situation chez vous à Kabou? Ça je vous dis que dans la localité de l'intérieur. Je vous dis que ça se passe à Lomé. Pas plus tard que dimanche, moi j'ai fait un peu le tour de Lomé. Dans certains bars, des gens fêtent. Sans respecter les mesures, sans respecter la distanciation. Les gens fêtent au son de la musique. Merci. Et puis les gens dansent. Prudence. Gadiel, vous avez compris? Dorénavant, vous allez saluer ceux qui achètent votre journal Santé Éducation. Oui, ok. D'accord. On salue tout le monde, tous ceux qui lisent Santé Éducation, c'est bien. Prenez soin de votre santé. Vous savez, c'est pour renchérir un peu ce que dit le confrère Georges Chan, c'est vrai. Mais ce n'est pas exceptionnel ce qui se passe à Théo ou bien à Déticopé. Ça se passe dans nos quartiers. Vous ne le voyez pas dans votre quartier? Ça se passe dans nos quartiers ici à Lomé. Est-ce que vous voyez? Donc, tout le monde sait qu'à un moment donné, le respect des mesures barrières a un peu baissé au sein de la population à Lomé. Et qu'est-ce qu'on va dire à l'intérieur du pays? Donc, surtout au niveau des jeunes. Vous savez, nous, quand on fait les manifestations de santé, la jeunesse ne s'intéresse pas à sa santé. C'est quand on arrive à 35-40 ans qu'on commence pas à s'intéresser à sa santé. Donc, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Tout à fait. Donc, c'est aux parents de jouer un peu le rôle. Merci. On va rapidement recueillir vos cartons. La technique est en train de nous rappeler que notre temps est fini. Carton vert au corps médical dans cette crise de riposte. On les encourage. Merci. Joachim Loko? Non, moi je n'ai pas de carton. Sylvestre, plutôt Bourama Tchabouré? Moi je donne carton rouge. À qui? À tous ceux-là qui empêchent les autres de parler. Parce que j'en ai vu, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit au sein de la population, les gens voudraient quand même que vous soyez dans leur logique et ils vous empêchent. Ce qu'ils disent, il faut s'aligner derrière eux et ils vous empêchent. Par exemple, on peut dire, pourquoi tu as écrit ça? Pourquoi tu soutiens tel alors qu'il fallait soutenir tel? Ce n'est pas la démocratie. Si nous voulons faire la démocratie, je pense qu'il faut laisser les gens s'exprimer librement. Tous ceux qui empêchent les autres de parler. Sylvestre Béni? Bon, j'ai pas de carton, mais je suis dans une sensibilisation. J'ai dit engager contre le Covid-19. Lassitude non, discipline oui, protégez-vous. Merci beaucoup. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain jeudi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra certainement.